Bonjour. Dans cette séance de cours, on va commencer le chapitre 3 intitulé Cinétique du solide. Les points qui seront traités dans cette séance sont la masse d'un système matériel, le centre d'inertie, le moment et opérateur d'inertie. Donc, la masse d'un système matériel est une grandeur physique ayant les propriétés suivantes. Donc, il est toujours supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc, on ne peut pas trouver une masse négative. Donc, il est additif, c'est-à-dire la masse d'un ensemble, c'est la somme des différentes masses. Il est indépendant du temps. La masse, ce n'est pas, on ne peut pas trouver une masse en mécanique classique qui dépend du temps. Donc, M, il est indépendant du temps. Il est invariante. Donc, il est invariable. Donc, la masse, il est toujours invariable dans le temps. Donc, on peut définir pour les systèmes matériels deux types de systèmes. Les systèmes discrets et les systèmes continus. Donc, un système discret, c'est un ensemble de points, fini de points. Donc, c'est un ensemble fini, exactement fini de points. Si on considère par exemple S, c'est un ensemble de points pi, avec i est égal à 1 jusqu'à n, donc où chaque point pi a une masse mi, alors la masse du système, c'est la somme des masses mi. Dans le cas continu, dans ce cas, c'est un ensemble infini de points. Donc, c'est une répartition continue de matière. Donc, c'est un ensemble infini de points. On ne peut pas faire la somme. Donc, n, on va faire l'intégrale. Donc, m, c'est l'intégrale sur S de d de m. Avec d de m, c'est la masse élémentaire d'un élément de matière de S. Donc, pour d de m, il y a trois cas qui se présentent en dépendance de la géométrie du système. Et donc, soit c'est une distribution volumique. Donc, dans ce cas, on va se retrouver avec la masse volumique ρ et la masse m. Donc, c'est un triple intégral sur le volume ρ fois d de v, avec v c'est le volume de S. Les d de v c'est le volume élémentaire. Donc, si le système il est homogène, c'est-à-dire que sa masse volumique ne change pas aux différents points, alors le m c'est ρ fois v, donc ρ il est constant, donc on va la faire sortir du triple intégral, on va intégrer sur le d de v, donc on aura v et m est égal à ρ de v. Donc un exemple, un cube, une sphère, ainsi de suite, donc se forme d'un volume. Le deuxième cas, c'est une distribution surfacique, et dans ce cas on parle de la masse surfacique sigma. Donc, au lieu, comme le cas précédent, M, c'est le double intégral sur S, sigma fois d de S, avec S, c'est la surface du système S, d de S, c'est la surface élémentaire, et bien sûr, si le système est homogène, c'est-à-dire que la masse surfacique est constante, alors M est égal à sigma fois S. Un exemple, une plaque mince, c'est-à-dire son épaisseur, il est vraiment négligeable. Le troisième cas qui se présente, c'est la distribution linéaire. Dans ce cas, on parle de la masse linéaire lambda, notée lambda, et m, c'est l'intégrale simple sur L, lambda fois d de L, avec L, c'est la longueur de S, d de L, c'est l'élément de longueur. Si le système il est homogène, c'est-à-dire lambda il est constante, alors m est égal à lambda fois L. Un exemple, une barre, un fil, ainsi de suite. Donc, après la définition de masse et les différents cas, on passe au centre d'inertie. Le centre d'inertie, aussi appelé centre de masse, dans certains cas, il s'appelle le centre de gravité, mais ce mot, centre de gravité, en général, il n'est pas très apprécié. Généralement, on l'appelle centre de masse au centre d'inertie. Donc, le centre de masse au centre d'inertie est le barycentre des différents points de S affectés de leur masse respective. Donc, deux cas qui se présentent, comme le cas discret et le cas continu. Dans le cas discret, comme on va considérer S, c'est un ensemble de points matériels, fini de points matériels, IMI, avec chaque point, il a une masse IMI. Dans ce cas, par définition, sigma de I est égal à 1 fois de 1 jusqu'à n, de IMI fois GMI est égal à 0. Donc, ce est égal avec ce triangle au-dessus, c'est-à-dire par définition. Et on peut faire appliquer la relation de Charles pour un point A quelconque de l'espace, et on va trouver que HG, avec G, c'est le centre de masse, le centre d'inertie de S, est égal à 1 sur M, sigma de I est égal à n jusqu'à n fois MI,
AMI, tout simplement. Dans le cas continu, donc le sigma, donc la somme finie, elle va être remplacée par une intégrale, et on aura donc l'intégrale de m appartient à SG de m fois d de m est égale par définition, donc le vecteur nul. Et AG est égal à 1 sur m, l'intégrale de AM d de m. Bien sûr, au niveau de d de m, comme le cas précédent donc, de la masse, donc il y a trois cas présents. Le cas volumique au d de m, il sera ρ fois d de v, avec d de v c'est le volume élémentaire, ou le cas surfacique, et dans ce cas d de m est égal à d de m, sigma fois d de s, ou le cas linéaire, et dans ce cas d de m est égal à lambda fois d de l. Il faut donc savoir, donc, une propriété qui est très intéressante du centre de masse, donc c'est l'associativité. C'est-à-dire, supposons qu'on va considérer donc un système S qui est composé d'un ensemble de n sous-systèmes disjoints de masse MI et de centre d'inertie JI. Alors, le AG, alors, donc, CA c'est un point quelconque, donc AG est égal à 1 sur M, sigma de I est égal à N jusqu'à M dans MI fois AJI. Avec A, c'est un point quelconque, et G, c'est le centre de masse de S. G du I sont les centres de masse des systèmes ici. Comme un exemple, donc on va considérer un exemple donc d'un solide, d'un système S qui est composé de trois sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est S1, noté S1, donc c'est une sphère. Le deuxième sous-système, donc c'est une barre S2. Le troisième sous-système, donc c'est une plaque S3. Donc le S, c'est l'ensemble de S1 plus S2 plus S3. Donc dans ce cas, on va appliquer donc la relation. Donc on aura le centre de masse du système S est égal à donc AG est égal à 1 sur M1 plus M2 plus M3 fois M1 fois AG1 plus M2 fois AG2 plus M3 fois AG3. Donc on va passer donc à la définition. Donc on va passer donc à la définition. Donc on va passer donc, la détermination, donc on va passer la détermination du centre d'inertie, c'est-à-dire comment on va déterminer donc ce centre d'inertie. Donc d'abord, on va définir qu'est-ce que ça veut dire une symétrie matérielle. On dit qu'un système S possède un élément de symétrie matérielle. Donc cette symétrie matérielle pourrait être un point, une droite, un plan, etc. Si la distribution de masse en tout point M est celle du point M', point symétrique de M par rapport à l'élément de symétrie. C'est-à-dire qu'il vérifie deux conditions. Il vérifie deux conditions. Il y a donc S, elle possède une symétrie géométrique, on va voir, et les points symétriques ont la même masse pour un système discret et la même densité pour un système continu. Donc, pour les systèmes donc, homogènes, donc, la densité de masse elle sera la même. Donc, dans ce cas, donc, la symétrie géométrique entraîne la symétrie matérielle. Et dans notre cours, donc, on va considérer que les systèmes homogènes, donc, en général. Donc, un exemple, on va donner trois exemples. Le premier exemple, donc, on va considérer donc une barre. Donc, une barre qui est composée donc, avec donc cette barre, elle possède donc le milieu, c'est un point de symétrie. Donc, elle possède une symétrie géométrique. Donc, ce point, donc, le milieu, donc, c'est un point de symétrie géométrique. Et si on considère, donc bien sûr, donc, la distance A des deux côtés, donc, c'est la même, A1. Donc, si on considère, donc, elle aura donc une masse M1 à droite, et une masse M2, M1 à gauche et une masse M2 à droite. Donc, si on considère que le système il est homogène, donc M1 il sera égal à M2, et par conséquent, donc le point A, c'est donc le point du centre, donc du milieu, donc c'est un point de symétrie géométrique et c'est un point de symétrie donc matérielle. Donc si on va considérer donc une plaque de la même façon, donc si on va considérer une plaque, donc de la même façon, donc la droite ou l'axe qui passe par le milieu, donc on aura AA, donc cette droite c'est une axe de symétrie géométrique, donc c'est comme un miroir, entre les deux, donc un axe entre les deux.
Ici, on considère dans le système, il est homogène, donc on aura M1 est égal à M2, par conséquent, donc sa droite ou sa axe, c'est un axe de symétrie matérielle. Bien sûr, donc c'est un axe, donc c'est aussi un axe de symétrie géométrique. Donc, si on va considérer donc un cube, donc le plan, donc ce plan, donc c'est un plan de symétrie matérielle. Donc, automatiquement, donc on a les remarques. Donc, on peut tirer donc les remarques suivantes. Donc, si un système il possède un point de symétrie matérielle, alors donc ce point, donc c'est le centre d'inertie. Si donc c'est le cas d'un sphère, donc le sphère, donc donc il a le centre de sphère, c'est un centre de symétrie, donc c'est un point de symétrie géométrique. S'il est homogène, donc automatiquement c'est un centre d'inertie. Donc un axe de symétrie, donc s'il possède un axe de symétrie matérielle, alors le centre d'inertie, il appartient à cet axe. La même chose s'il possède un plan de symétrie, donc le centre d'inertie, il appartient à ce plan. Donc pour faire le calcul, il y a donc la première façon, c'est de faire un calcul direct. Bien sûr, en partant de la définition. Donc de la définition, donc la définition qu'on a donnée, donc c'est donc pour le cas discret et pour le cas continu. Donc on va faire les calculs et on aura donc xj est égal à 1 sur m mi fois xi, yj est égal à 1 sur m, etc. mi fois y, et zj donc c'est 1 sur m sigma de mi zd. Dans le cas continu, donc on va remplacer, donc c'est tellement simple, donc on va remplacer la somme par une intégrale, donc l'intégrale donc, de m appartient à s de x de m, ainsi de suite. Avec m, c'est l'intégrale de m appartient à ds de m. Donc, bien sûr, donc, en général, donc, pour les systèmes, pour le cas des systèmes, donc, le cas des systèmes, on peut donc faciliter donc, ce calcul direct en cherchant donc les éléments de symétrie. Donc, le centre d'inertie d'un élément, d'un système G, d'un système S, est un point invariant des opérations de symétrie. Et par conséquent, il appartient aux éléments de symétrie. Par exemple, si on va considérer ce compte, donc automatiquement, donc le centre d'inertie, il appartient donc à cet axe. Donc, à cet axe. Et automatiquement, on peut faciliter les calculs, comme vous allez voir au niveau donc, du TD4. Donc, l'utilisation de la symétrie, elle permet donc de faciliter donc, le calcul direct. Donc, et même dans certains cas, on peut se retrouver, donc on peut trouver grâce à ces éléments de symétrie, on peut trouver directement donc, le centre d'inertie. Donc, pour la détermination donc, du centre d'inertie, il y a une procédure, donc c'est-à-dire il y a des étapes à suivre pour la détermination. Donc, si on suit donc, ces étapes, donc, elles vont faciliter donc, la tâche. Donc, d'abord, on doit rechercher donc, les éléments de symétrie, car ils contiennent donc, le centre d'inertie. On va décomposer, donc après, on doit, donc c'est bien. Donc, s'il est possible, on peut décomposer donc, le système en sous-systèmes. Donc, c'est le cas donc, de cet exemple. Donc, le cas de cet exemple, donc le système il peut être décomposé en sphère, donc barre et plaque. Et on connaît, donc il est facile de connaître, donc on connaît bien donc les centres d'inertie donc de ces éléments et on applique donc un simple calcul. Dans le cas, donc, et après, donc, on peut utiliser, dans le cas général, on peut utiliser donc, le formule générale tout simplement. Donc, le centre d'inertie, il permet donc de définir donc ce qu'on appelle donc le référentiel barycentrique. Donc, c'est quoi ce référentiel barycentrique qui est noté RJIJK? Donc, n'est autre. Donc, on va considérer donc le système S avec un centre d'inertie donc G. Considérons donc un référentiel ROIJK. Donc, le R, donc le référentiel barycentrique RG n'est autre que le référentiel, donc que la translation du référentiel R vers le centre G. C'est-à-dire, on va faire une translation de R vers G, et le I, et le J et le K, elles restent dans les mêmes sens et les mêmes directions. Donc, par conséquent, donc, comme R, il va faire une translation, RG, c'est une translation de R, donc le RG par rapport à R, donc la vitesse de rotation, donc c'est nul.
Donc, le VG par rapport à R, c'est par définition, donc c'est 1 sur M est égal, donc d'après la définition de centre de masse. Et de la même façon, donc l'accélération gamma, c'est 1 sur M, l'intégrale sur gamma de M de R d de M. Et il faut noter donc que G il est fixe dans RG, bien sûr, donc G est le centre de référence de RG. Donc par conséquent, V de G par rapport à RG est égal à 0, et donc l'accélération est nulle. Donc, on peut donc tirer donc, les propriétés suivantes. Donc, oméga de S par rapport à R, donc en général c'est oméga de S par rapport à RG plus oméga de RG par rapport à R, comme cette vitesse est nulle, donc c'est oméga de S par rapport à RG. V de M appartient à SM, donc la loi, si on applique la loi de décomposition des vitesses et des accélérations, donc on aura donc les deux relations. V de M appartient à S par rapport à R, c'est V de M appartient à S par rapport à RG, plus V de G par rapport à R. Et gamma de M appartient à S par rapport à R, c'est gamma de M appartient à S par rapport à RG, plus gamma de G par rapport à R. Donc, après ces deux sections, on passe donc à la définition du moment d'inertie et l'opérateur d'inertie. Donc, par définition, donc le moment d'inertie par rapport à un axe est un scalaire. Dans le cas discret, donc par définition, donc le I delta, donc sigma de I est égal à 1 jusqu'à n de mi fois la norme carré de mi hi au carré, avec hi c'est la projection orthogonale de mi sur delta, et mi c'est la masse de mi. Donc c'est par définition. Dans le cas continu, donc on va remplacer cette somme par intégrale et on va remplacer mi par les éléments de de masse. Remarque, c'est delta, c'est S, il est constitué de un sous-système de SI, alors I delta, donc c'est la somme de I delta de SI. Donc cette propriété, donc il pourra nous faciliter donc la tâche dans plusieurs situations. Donc après la définition du moment d'inertie, on va passer donc l'opérateur d'inertie. Donc vous avez donc après un petit calcul que vous pouvez donc détailler dans le polycoupé. Donc, on définit donc l'opérateur d'inertie au point O par la relation suivante. Donc, c'est égal par définition l'intégrale de O de M vectoriel, le produit vectoriel de E delta vectoriel OM avec O delta, donc c'est un vecteur unitaire dirigeant donc delta, donc le S c'est un système continu, O appartient à delta, ainsi de suite. Et d'une façon générale, donc au lieu de delta, donc d'une façon si U est un vecteur unitaire et A un point, l'opérateur d'inertie en A du solide qui agit sur le vecteur U, donc il est défini par l'intégrale de AM vecteur U vectoriel AM. Donc on a remplacé donc A, O par A d'une façon générale et on a remplacé O delta par U et on dit c'est l'opérateur d'inertie en A du solide qui agit sur le vecteur U. Donc OA qui agit sur U. Et on a les propriétés. L'opérateur d'inertie est un opérateur symétrique. Donc, l'application qui est associée à un vecteur, l'opérateur d'inertie qui agit sur ce vecteur, donc est une application linéaire. Et on a l'application, donc c'est S, est composé d'un ensemble de sous-systèmes. L'opérateur d'inertie de S, c'est la somme des opérateurs d'inertie du système ici. Donc, ainsi, on met fin donc, à cette séance. Donc, à la prochaine.